Alors, on va évoquer avec toi. Alors déjà, je rappelle que tu es enseignant-chercheur au LAMI, LAMIH. Mhm. Un mot sur ce labo sur ce... Alors, c'est donc le l'AMI H. Moi, je prononce le H parce que sinon, Oui. on oublie l'humain qui est quand même Oui. relativement important. Donc, c'est une unité mixte de recherche. C'est un laboratoire CNRS et qui se situe à Valenciennes, à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, donc proche de la frontière belge. Et donc, l'acronyme veut dire laboratoire d'automatique, mécanique, informatique industrielle et humaine. Donc, c'est un laboratoire qui est assez généraliste, relativement grand, hein, on est 300, mais on travaille sur de nombreux domaines avec à chaque fois l'humain au milieu. Donc, moi, dans ce laboratoire, j'appartiens à un département qu'on pourrait qualifier de biomécanique et on s'intéresse justement à ramener l'humain dans nos études, que ce soit sur la voiture connectée, sur l'ergonomie industrielle, etc., etc. Alors, on va voir toutes les applications. On va comprendre comment les centrales inertielles ont révolutionné la biomécanique. Ce qu'on découvre avec ta présentation. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathias Blandot, je suis enseignant-chercheur au LAMIH. Déjà, je voudrais remercier toute l'équipe qui organise Global Industries pour me faire l'honneur de vous faire cette présentation. Et donc, je vais vous faire la présentation sur les centrales inertielles. Comment est-ce qu'elles ont révolutionné aujourd'hui la biomécanique qu'on pratique et quelles sont les perspectives d'avenir. Donc, bon, présentation très simple, un peu académique. Je vous demanderai pardon au moment où je mets des équations, mais ce n'est pas encore tout de suite, mais ça va venir, vous allez le voir. Donc tout d'abord, je vais vous poser une question. Quel est, selon vous, le point commun entre ces différentes choses? Donc on a une personne avec les yeux fermés, une fusée, un smartphone et un sous-marin. Alors évidemment, cette image a été générée par intelligence artificielle. Hein. Je vous mets au défi de trouver une image sur Internet avec ces 4 objets-là. Mais je vous laisse quelques instants réfléchir. C'est quoi le point commun? Eh bien, en fait, c'est que tous ces objets connaissent leur orientation dans l'espace, malgré le fait qu'il n'ait pas de capteur de vision. Donc, si vous fermez les yeux, vous êtes quand même capable de me dire déjà que je suis devant vous et puis que vous n'avez pas la tête à l'envers. Donc ça, cette capacité à connaître son orientation dans l'espace, c'est justement à ça que sert une centrale inertielle. Alors les centrales inertielles, ça existe depuis longtemps, mais ça a progressé. Évidemment, il y a quelques années, soulever ce type de capteur, c'était assez important. Donc voici ce qu'on avait sur la fusée d'Apollo. Ça fait à peu près la taille d'un bébé et le poids de 5 bébés. C'est 5 pour le prix d'un. Aujourd'hui, une centrale inertielle, c'est capable d'être gros comme ça. Donc c'est grâce à l'avènement, il y a une vingtaine d'années, de ce qu'on appelle les systèmes micro-électromécaniques, ou MEMS, qui ont permis vraiment un gain de poids et donc de performance derrière. Alors depuis, ça a été énormément utilisé dans le domaine de l'analyse du mouvement et nous, dans notre domaine, en motion capture, si on regarde la publication scientifique, on voit que c'est quelque chose qui a clairement explosé entre les années 2010 et 2015. L'an dernier, dans notre domaine, que ce soit sur la marche, le saut, la course, etc., il y avait une publi par jour qui sortait en traitant des centrales inertielles. Donc c'est assez considérable et c'est pas près d'augmenter lorsqu'on voit la dynamique. Mais revenons à la question. C'est quoi une centrale inertielle? Alors je vais utiliser l'acronyme IMU pour Inertial Measurement Unit. C'est quoi? Alors c'est un capteur. C'est un capteur, donc ça nous permet d'avoir une information sensorielle. Et nous, dans notre corps, des sens, on en a combien? On en a 5, classiquement. Donc voilà, le vu, l'ouïe, l'odorat, le goût, la main. Mais en fait, on en a plus. Il y a les systèmes sensoriels en plus que juste ces capteurs. Le premier système sensoriel qu'on a en plus, c'est le système proprioceptif qui permet en fait de connaître, qui est un système très connu des sportifs, qui permet de connaître l'organisation de son corps dans l'espace grâce à des informations sur la tension musculaire, sur les différentes forces au niveau de nos articulations. Et le deuxième système, c'est ce qu'on appelle le système vestibulaire, qui permet de connaître, qui a un rôle essentiel dans l'équilibre et qui permet justement de connaître notre orientation. Donc ces deux systèmes-là, combinés, contribuent à la régulation de notre équilibre, de notre posture et globalement à notre activité physique. Alors je vais me focaliser un petit peu plus sur le système vestibulaire, parce que justement, au niveau de notre oreille interne, on a la combinaison de 2 capteurs absolument magiques. Et donc là, on rentre un petit peu dans l'anatomie. Je vais commencer par ces canaux semi-circulaires là en bleu. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, vous pouvez voir ça vraiment comme une sorte de paille à l'intérieur de laquelle il y a un liquide. Donc ce liquide, on appelle ça l'endolymphe. C'est un liquide qui est relativement gélatineux. Et lorsqu'on se déplace, le liquide va se mettre en mouvement à l'intérieur de ce tube. Et en se mettant en mouvement, il va venir déplacer des petits capteurs qu'on appelle des cellules ciliées, comme des cils. Et ces cils vont donc se déplacer en fonction du mouvement
dans ce canal. C'est ce qu'on voit ici, là. Voilà, les canaux bleus, exactement, les canaux semi-circulaires. Là, d'accord. Ceux-là. Ok. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que donc des canaux, on en a 3, et ils ne sont pas alignés, ils sont tous dans des plans différents, et ça nous permet de connaître la vitesse angulaire, donc la rotation, selon ces 3 plans différents. C'est grâce à ça qu'on est capable de connaître la vitesse de notre tête selon les 3 plans de l'espace. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle un capteur de vitesse angulaire, communément appelé gyroscope dans le domaine de l'industrie et des capteurs. Le deuxième organe qui est extrêmement intéressant, c'est donc les otolithes que vous voyez ici et ici. Alors j'ai pas d'image précise, mais globalement, si je devais vous faire un dessin, imaginez un ressort, et sur ce ressort, vous avez mis un caillou. Okay, ce ressort, si vous le déplacez, il va venir faire bleu, exactement, en fonction du déplacement que vous avez donné au caillou. C'est exactement à ça que ça ressemble, les otolithes, sauf qu'on en a 2. Des otolithes qui sont placés de manière verticale et des otolithes qui sont placés de manière horizontale. Et ça nous permet de capter les accélérations, soit dans le plan vertical, soit dans le plan horizontal. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle communément un accéléromètre. Donc dans vos oreilles internes, vos oreilles internes, vous avez 2 capteurs qui fonctionnent de manière synchrone, des accéléromètres et des gyroscopes. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la définition minimale d'une IMU, d'une centrale inertielle. Donc une centrale inertielle, c'est ça. C'est la combinaison d'un accéléromètre et d'un gyroscope, 3 axes pour avoir votre information dans les 3 plans de l'espace. Alors aujourd'hui, on est capable de rajouter plein de choses à l'intérieur des centrales inertielles, des magnétomètres, aussi appelés boussoles, des GPS, des capteurs de pression, des capteurs de température, etc. Bon, ça c'est surtout intéressant pour ce type d'objets, comme les drones, qui peuvent aller très haut, très loin. Mais pour nous, c'est pas du tout nécessaire. Et donc c'est pour ça qu'on voit parfois des centrales inertielles qui annoncent un nombre de degrés de liberté, degree of freedom, qui est absolument énorme et qui est plus un aspect marketing qu'un aspect réel, parce que je vous assure que même avec 10 degrés de liberté, vous évoluez quand même dans l'espace, et dans l'espace, il y en a 3, des degrés de liberté. Donc c'est pas de la science-fiction, lorsqu'on a 10 degrés de liberté, on ne part pas dans un autre univers. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une information d'orientation à partir de juste un accéléromètre et un gyroscope? On va faire ce qu'on appelle de la fusion de données. C'est grâce à ça qu'on peut mélanger ces informations très différentes les unes des autres. Donc la fusion de données, de base, à quoi ça sert? Ça permet justement d'avoir des informations en plus par rapport à ce qu'on mesure, ou au moins d'avoir des informations plus précises. Dans votre téléphone, il y a une centrale inertielle. Si vous posez votre téléphone sur la table, votre accéléromètre, il va mesurer une valeur d'accélération. Cette valeur d'accélération, globalement, elle va être autour de 9,81, la constante de la gravitation, mais elle ne va pas être constante parce qu'il y a du bruit de mesure. Ça va bouger un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, etc. Si vous prenez 2 capteurs accélérométriques et vous les mettez l'un à côté de l'autre, ils vont mesurer 2 bruits de mesure différents, parce que le bruit de mesure, ça dépend du capteur. Ça ne dépend pas de la table, ça dépend vraiment du capteur. Et donc si je calcule la moyenne de ces 2 bruits de mesure, je vais avoir un signal ici en noir qui est globalement inférieur aux signaux bruités d'origine. Donc là, ça c'est un exemple de fusion de données pour améliorer la précision de mes marqueurs. Un autre exemple de fusion de données, c'est pour estimer des paramètres que je ne peux pas immédiatement calculer. Donc par exemple, un appareil photo qui prend une image. Alors c'est très simple de faire cette analogie, vous vous cachez un œil, et là maintenant vous voyez en 2D, donc vous n'avez que des images de vos objets. Étant donné que vous perdez un œil, vous n'avez plus la notion de profondeur, donc vous n'êtes pas capable d'estimer la distance des objets. Pour moi, là, vous êtes tous juste devant moi. Par contre, si je prends une deuxième photo, avec un angle très légèrement différent, cette fois-ci, la fusion de ces 2 axes vont me permettre de dire... Oui, je vous invite à table. À table, vous allez essayer, vous vous asseyez, vous voyez vos assiettes, et d'un seul coup, vous enlevez et vous essayez d'attraper votre cuillère. Pas la fourchette, parce que celle-là, elle est juste à côté, c'est simple, mais la cuillère, elle est un peu loin, il faut aller après l'assiette, et c'est super dur. Après, il y a on fera le test tout à l'heure à midi. Deuxième étape, c'est se laver les dents de la main gauche ou de la main droite si vous êtes gaucher, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc, comme je l'avais dit, ça, la fusion de données, ça nous permet maintenant d'estimer un paramètre qu'on n'a pas mesuré. Et donc, dans le cadre des centrales inertielles, j'y reviens, on a ces 2 systèmes. D'un côté, l'accéléromètre, ou l'accéléromètre et le magnétomètre, et de l'autre côté, le gyroscope. Donc l'accéléromètre, quand votre capteur ne bouge pas, lui, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner un vecteur d'accélération qui va globalement pointer vers le centre de la Terre, c'est la gravité. Et vous avez aussi votre boussole, votre magnétomètre, qui vous donne le nord. On a donc 2 vecteurs en 3D, et on peut combiner ces vecteurs pour obtenir ce qu'on appellerait un repère absolu qui pointera vers le bas et vers le nord. C'est pas prêt de bouger, donc pour ça, c'est assez intéressant. Et donc vous avez votre repère absolu, ici en bleu,
et le repère de votre capteur. Hein. Vous avez placé les capteurs dans votre centrale inertielle. Vous êtes donc capable de dire, tiens, j'ai un angle. En inversant la trigonométrie, c'est assez simple à faire. En ce qui concerne votre gyroscope, il ne faut pas oublier en fait que le gyroscope, ça mesure la vitesse angulaire, donc la variation d'angle dans le temps. Oui, bon, là, c'est un peu de maths, mais c'est le niveau gentil. On rentre dans le dur, là. Oui, Hein, là, je suis encore gentil. Hein, ça on va rentre dans après. le dur. Et donc, si on inverse notre problème, si on intègre notre vitesse angulaire, on va être capable de connaître la variation d'angle par rapport à ma première position quand j'ai allumé mon capteur. Donc, je vais avoir deux informations différentes d'angle avec ces deux systèmes. Il y en a une qui va être absolue, il y en a une qui va être relative, il y en a une qui va être sensible aux artefacts. Évidemment, si je bouge mon accéléromètre, comment est-ce qu'il distingue la gravité de son mouvement propre? Il y en a une qui ne va pas avoir de valeur initiale, parce qu'en fait, au début, ça sera égal à 0. Et globalement, l'accéléromètre, il va être précis lorsque je ne bouge pas ou je fais des déplacements lents. Et inversement, le gyroscope, lui, il va être très précis sur les déplacements rapides. Donc, je dois être capable de mélanger ces deux signaux qui ont chacun des avantages et des inconvénients. Et donc, comment le faire? La réponse qu'on a trouvée il y a 50 ans à ce problème-là, c'est ce qu'on appelle le filtre complémentaire. Globalement, le filtre complémentaire, c'est juste un bouton. C'est un bouton qu'on tourne en disant, tiens, je vais plus faire confiance à lui, un peu moins à lui, et on va mettre une pondération. Alors, on met une pondération et on met aussi un petit peu de traitement du signal en disant, je ne vais croire l'accéléromètre que pour les mouvements lents. Donc, je mets un filtre passe-bas, un mouvement lent. Et je ne vais croire le gyroscope que pour les mouvements rapides. Et puis après, je vais dire 90% de ma croyance va dans le gyroscope, les 10% dans l'accéléromètre. Ça, c'est un filtre complémentaire. C'est comme un bouton, c'est le plus simple. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié ma super animation. Niveau 2, donc pareil, un petit peu d'équation. Le filtre de Kalman. Donc le filtre de Kalman, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est assez... on s'en sert énormément, on s'en sert partout. Par contre, c'est un peu mystérieux, c'est un peu magique parfois, parce que ça se base en fait sur de l'algèbre linéaire. Donc l'idée, c'est quoi? C'est on va venir faire un modèle de notre système. Donc nous, notre système, en l'occurrence, c'est la centrale inertielle, et ce qu'on souhaite obtenir, c'est son orientation. Et on va dire, ce système, il se base sur des mesures, sachant que ces mesures, elles ont des erreurs. Ce fameux bruit de mesure, cette précision, etc., etc. Et on va alterner un calcul récursif où on vient prévoir la position future, puis ensuite mesurer la position réelle et dire, tiens, en fait, ma position future, j'étais un petit peu faux, mais pas tant que ça, donc je vais améliorer ma mesure, et donc c'est ce qu'on appelle la mise à jour. Il y a une mise à jour qui se fait en temps réel à chaque fois, quasiment en temps réel. Oui, globalement, on se dit, où est-ce que je vais? Je suis allé là. Oui, en fait, je suis entre les deux. Okay. Et il y a ce calcul de pondération en fonction, encore une fois, de la précision qu'on connaît de notre capteur. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet de naviguer à vue, mais de donner une certaine confiance en notre capteur par rapport à sa précision. Alors des filtres, il y en a plein. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y en a des plus simples, il y en a des plus compliqués. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, vous avez quoi? Vous avez une orientation. Mais il y a plusieurs manières de représenter l'orientation. Et ça, cette orientation, elle va vous permettre justement de dire, tiens, je sais que mon téléphone, il est comme ça. Ça veut dire que la gravité, elle s'applique d'une certaine manière sur mon téléphone, donc je peux la retirer. Et maintenant, je vais connaître l'accélération seule de mon capteur. Donc l'orientation, ça peut s'exprimer de deux grandes manières. Encore une fois, un petit peu de maths, mais après c'est fini, je vous le promets. La première manière, c'est les angles de l'air. Les angles de l'air, c'est pour ceux qui ont fait de la navigation, que ça soit maritime ou navale, on utilise souvent les angles de roulis, lacets, tangage. Globalement, ça consiste à dire que ma position, c'est un peu de rotation comme ça, plus un peu de rotation comme ça, plus un peu de rotation, et celle-là, je ne vais pas la faire parce que je vais me plier. Donc, c'est mon orientation est la combinaison de 3 rotations selon 3 axes perpendiculaires. Donc, globalement, ça consiste à dire que c'est ça. Ma position, en fait, c'est 3 petites rotations successives. Alors, encore une fois, des maths, mais pourquoi c'est intéressant, ça? Parce que c'est direct en lien avec l'anatomie. Je vous rappelle, nous, on est définis selon 3 plans. Frontal, sagittal, etc. Et donc, on peut exprimer des rotations sur ces 3 plans qui sont biomécaniques et donc qui sont cohérents vis-à-vis de notre anatomie. Par contre, à côté de ça, ils ont plein de problèmes. Ces angles de l'air, c'est discontinu parce que ça se base sur des fonctions trigonométriques. On ne peut pas l'interpoler et on a ce fameux blocage de cardan qui nous donne souvent des gros problèmes en termes d'animation. Vous avez aussi peut-être déjà vu des vidéos de foot avec les personnages qui font des mouvements complètement incohérents, particulièrement au moment des ralentis. Voilà. Donc ça fait que cet outil, qui est très intéressant d'un point de vue biomécanique, il a plein de défauts à côté.
De l'autre côté, on a l'outil qui est très efficace d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue interprétation qui est un peu plus compliqué, ce qu'on appelle les quaternions. Les quaternions, c'est quoi? C'est des nombres complexes, mais en 4 dimensions. Donc là, justement, on commence à rentrer un peu dans le futur. Déjà, rien que dans le nom, il y a de la complexité. C'est ça, Un exactement. quaternion, oh là là. Alors, il faut savoir que ça a été inventé au 19e siècle, et au moment où ça a été inventé, cette invention a été conspuée par la communauté scientifique parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Donc lorsque un mathématicien commence à vous dire que c'est trop compliqué, c'est vraiment que vous faites des dommages. Mais voilà, si vous voulez, si vous y a quelqu'un que vous aimez pas, je vous conseille de lui offrir ce bouquin, parce que ça va lui faire des maux de tête sur sa table de chevet. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça résout tous les problèmes mathématiques que je vous ai montrés tout à l'heure, mais c'est très difficile à interpréter. Donc ce qu'on a trouvé aujourd'hui comme compromis, c'est on fait tous nos calculs en interne avec ces quaternions, qui sont un petit peu complexes, mais par contre qui fonctionnent du tonnerre. Et après, on les transforme au dernier moment dans des angles articulaires qui sont faciles à comprendre par les angles de l'air. Donc voilà, donc là j'ai terminé sur tout ce qui est explication des centrales inertielles. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on en fait. On en fait des choses très intéressantes. Alors, je vous rappelle l'intérêt des centrales inertielles. Donc, mettons-nous dans un contexte médical. J'ai un patient et j'ai envie de connaître, par exemple, sa capacité fonctionnelle, notamment son risque de chute. Pour ça, il existe de nombreux tests, comme des tests cliniques, le Tinetti, le Time Up and Go, des tests où globalement, je vais demander à mon sujet de se lever, de marcher, etc. C'est des tests qui sont très intéressants parce qu'ils ont été validés. Ils nécessitent très peu de matériel. Par contre, ils ont des défauts. La variabilité. 2 médecins ne vont pas forcément avoir la même sensibilité sur la cotation de ce test. Des tests qui sont très monofactoriels, en fait, je vais juste marcher et puis revenir. Alors que si j'ai un problème de visibilité, ce test ne va pas du tout traiter ce problème-là. Et aussi un problème de variabilité. Si au moment où je fais mon test à mon sujet, j'éternue, je ne le vois plus. Et donc, je ne suis pas capable de nommer toutes les... C'est là que l'analyse instrumentée est extrêmement intéressante parce qu'elle va amener de la richesse au niveau des données quantitatives. Par contre, elle a un autre problème, c'est que c'est coûteux, c'est encombrant, ça demande une expertise. Personne ne peut s'improviser ingénieur de recherche sur un système de motion capture complet, c'est vraiment compliqué. Et il y a aussi une question d'acceptabilité que je vais décrire un petit peu après. Les centrales inertielles, elles permettent vraiment de simplifier ce problème-là et de rester dans la cohérence de la routine clinique. Et c'est le même aussi pour le sport, etc. Alors je vous rappelle, l'analyse quantifiée du mouvement, ça a été inventé au 19e siècle par un Français, Étienne Jules Marais, qui nous a permis de venir figer le temps grâce à ce type d'appareil. Aujourd'hui, on fait de l'analyse vidéo, on est capable de suivre des points, mais on fait aussi de l'analyse, justement, comme ça a été très bien présenté par nos collègues de l'IBHGC, on est capable de suivre des points en 3D qu'on vient placer sur des sujets et donc calculer la trajectoire de tous ces points en 3D. Là, on a un bel exemple là, de motion capture, ce que tu évoquais, avec tous ces capteurs, tous ces points qui vont donner en temps réel à chaque mécanique du mouvement. Tout à fait. La position de chacun de ces marqueurs. Ouais. Et alors, par contre, évidemment, pour avoir le mouvement d'un segment complet, je suis obligé de mettre plusieurs marqueurs sur le sujet. Et donc, tous ces marqueurs, c'est des marqueurs qu'on met directement sur le sujet, pas sur ses vêtements, sinon on va avoir le mouvement des vêtements. Donc, ça peut poser des problèmes. Aujourd'hui, les centrales inertielles, on le retrouve dans le domaine du sport. Justement, ici, vous avez un GPS, mais aussi à l'intérieur une petite centrale inertielle. Vous pouvez les retrouver aussi dans les dentiers, notamment vis-à-vis des problèmes médicaux liés à la commotion cérébrale. Commotion cérébrale où il y a eu justement des travaux il y a une petite dizaine d'années au laboratoire de biomécanique des arts et métiers à Paris, avec cette question de justement quelles sont les conséquences tardives de la commotion cérébrale dans le rugby. On sait que dans le football américain, ça a des conséquences très graves. À l'époque, on ne savait pas dans le domaine du rugby. Et ce type de capteur, ça permet justement de mesurer l'intensité de l'impact que chacun de ces joueurs se prenne. Mais ce qui est vraiment intéressant pour le clinicien, c'est de connaître l'état, et je reviens vers le médical, l'état de mon sujet dans la vraie vie, dans cette condition. Si j'ai envie de savoir s'il marche bien, je veux savoir s'il marche bien lorsqu'il est devant des palmiers, en chaussures, sur une plage californienne, ou dans le nord aussi, parce que c'est bien. Et évidemment, c'est pas en le mettant en slip avec des marqueurs, des caméras autour et des gens en blouse blanche qui le regardent qu'on va avoir la même chose. Donc la motion capture aujourd'hui, c'est un gros problème ergonomique lié à l'acceptabilité et ce qu'on appelle le syndrome blouse blanche. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes âgées qui rentrent comme ça dans la salle d'analyse du mouvement et puis d'un seul coup, on leur dit marchez normalement et là, ils font
Et ils font les 5 plus beaux mètres qu'ils n'ont pas fait depuis quelques années parce qu'ils ont envie de faire plaisir aux docteurs ou aux chercheurs. Et ça, c'est quand même assez difficile. Et les centrales inertielles, vu qu'elles nous sortent du laboratoire, elles nous laissent dans la vie de tous les jours, justement, elles donnent l'opportunité de résoudre ce biais. Alors, les centrales inertielles, d'un point de vue hardware, il en existe de nombreux systèmes. Il y a un maker. Un chercheur, un maker. Ah non, en l'occurrence, lui, c'est un ingénieur technophile, hobbyiste, qui s'est développé son propre système tout seul. Et donc, pour environ 500 $, on est capable de se fabriquer un système corps complet qui permet justement d'extraire ces informations et ensuite de faire des petites animations. Aujourd'hui, dans le domaine de la motion capture... Ce qu'on voit juste, c'est un peu le principe tout ce qui est film d'animation aujourd'hui. Le comédien, il va se mettre plein de capteurs sur lui ou même sur le visage. Dans Avatar, on a tous ces films-là sont basés sur la motion capture qu'on voit ici. Là. Tout à fait. Que ça soit par capteur et les caméras ou par centrale inertielle. On arrive à utiliser les deux, tout à fait. Exactement. Donc ça fait une application grand public et maintenant on revient au sport avec cet usage. Si vous êtes prêt à dépenser globalement 10 fois plus que les 500 $ du début, eh bien vous pouvez avoir des systèmes corps complets, notamment chez Dell6 qui a investi il n'y a pas très longtemps. Et si vous êtes encore prêt à dépenser encore plus, 10 fois plus, là on peut rentrer vraiment chez des experts de l'analyse du mouvement qui eux pour le coup sont très utilisés dans le domaine de l'animation et du cinéma et de l'entertainment, des jeux vidéo aussi, etc. Pour la recherche, eh bien, il y a l'université de Stanford qui, il n'y a pas très longtemps, il y a longtemps a développé la plateforme OpenSim, mais il n'y a pas très longtemps a ouvert OpenSim vers l'utilisation avec des centrales inertielles. Vous pouvez le voir ici, là, c'est les petits capteurs orange qu'on voit sur cet écran. Et donc, on peut, en fait, OpenSense, qu'est-ce que c'est ? C'est un workflow, donc c'est un logiciel qui vient directement se nourrir des informations qu'on mesure et qui vient ensuite nous créer ce squelette qui se déplace et on peut de ce squelette extraire des informations sur les angles articulaires et permettre de créer de nombreux calculs avec des applications dans le domaine du sport ou médical, et ça simplifie énormément la donne, et pour le coup ça c'est open source. J'imagine pour les médecins ça c'est précieux, c'est de l'or. Si tu m'avais pas dit qu'on improvisait cette discussion, je t'aurais dit que c'était très bien prévu comme intervention, parce que justement j'ai une application dans le domaine médical à vous donner, qui est en fait une start-up française issue du laboratoire du Lamy-H. Start-up sur la technologie, sur l'innovation, dans le domaine des dispositifs médicaux implantés sur l'humain. Alors implantés, juste portés, pas implantés dans l'humain. Donc c'est une start-up qui s'appelle MediWatt, qui a pour objectif de mesurer à coût réduit le mouvement humain sans compromettre la précision, mais également de produire les données nécessaires pour aider les professionnels de la santé à réaliser leur suivi médical, leur diagnostic, etc. Donc pour cela, ils ont développé un outil qu'on appelle le Camino, qui est une ceinture légère avec à l'intérieur une centrale inertielle évidemment. Cette ceinture elle permet des mesures embarquées, transparentes, ergonomiques, non invasives et en toutes conditions. Donc si vous voulez faire marcher votre patient juste dehors pour tester éventuellement un plan incliné parce que le trottoir n'est pas tout à fait droit et vous avez envie de vérifier s'il gère bien ces modifications de déclinaison, eh bien justement vous pouvez le faire avec eux. Donc ça permet une analyse de la marche ponctuelle mais aussi longitudinale pour vérifier par exemple si un traitement contre des problèmes de fréquence cardiaque n'entraînerait pas une démarche ébrieuse et donc un risque de chute associé au fait qu'on est fatigué, qu'on ne lève pas bien les pieds, etc. Évidemment, les algorithmes qui sont utilisés chez MediWatt permettent d'éviter les problèmes classiques qu'on a avec les centrales inertielles qui est en fait une accumulation d'erreurs dans le temps. Et donc on est venu valider ces algorithmes au laboratoire du Lamy avec nos salles d'analyse du mouvement. Donc ça, c'était vraiment une application dans le domaine médical, mais j'ai oublié de vous répondre à une question. Comment ça marche ? Est-ce que ça marche bien, les centrales inertielles ? Quelle est la qualité ? Et ça, c'est notre travail, pour le coup, de scientifique, de venir fournir les études pour montrer justement la validité de ces différents outils. Et pour ça, il y a beaucoup d'études, comme je vous disais, presque une par jour depuis ces dernières années. Donc par exemple des études de validité où on va juste s'intéresser à la concordance, donc là c'est de la métrologie, la concordance entre un mouvement et un mouvement répliqué sur une plateforme de force. Donc dans ce cas-là, on était sur un projet européen qui s'intéressait à la lombalgie. Une méthode pour traiter la lombalgie, c'est de faire du renforcement musculaire au niveau des hanches et du bas du dos. Et le mouvement idéal pour faire ce renforcement, c'est le double squat, le squat classique en fait. Et donc on a réalisé des squats sur des sujets
où on mettait nos centrales inertielles. On est venu aussi faire de la motion capture classique avec nos points. Et on a fait des études de répétabilité avec une plateforme qu'on a instrumentée et qui se déplaçait pour reproduire ces mouvements de squat 10 fois, 15 fois, 30 fois, parce qu'on n'avait pas envie d'épuiser nos sujets. Donc là-dessus, on vient calculer justement des paramètres de précision, de répétabilité, de cohérence pour vérifier la linéarité de nos résultats, etc. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. On s'intéresse aussi après à la position des centrales inertielles. Excusez-moi, j'ai oublié de dire ça. Il y avait 3 centrales inertielles sur la cuisse à différents endroits et on s'intéresse à l'impact de ces positions sur la qualité globale du signal. Et on a montré que justement, la centrale inertielle qui était située le plus haut donnait des résultats qui étaient les moins corrects en termes de précision articulaire. Donc il y a une notion de, au fait, comment est-ce qu'on place les centrales inertielles, et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Parce que le mouvement n'a pas la même amplitude, même entre 10 cm dans le corps. Tout à fait. Ça se comprend complètement. Là, je suis plus près de la hanche, je bouge moins qu'en dessous, où là, je vais capter vraiment l'amplitude du mouvement. Oui, mais ça, c'est un gros problème de motion capture. Nous, on s'intéresse globalement au mouvement des os de votre corps, ce qu'on appelle les segments rigides, sauf que pour les mesurer, on met des capteurs sur la peau. Vous voyez bien le problème, la peau se déforme, elle s'étend, les muscles se contractent, il y a aussi une pellicule de grès qui nous permet de tenir contre l'hiver dans le nord. Donc tout ça, ça fait qu'on ne mesure pas exactement le mouvement des os. Et ça, c'est un problème qui existe depuis l'invention de la motion capture. Ensuite, les études de fiabilité. Donc fiabilité, c'est quoi? C'est si je donne le capteur à toi, tu fais une manip et tu me donnes les résultats, puis tu me le rends, puis moi je refais une manip et je regarde si ces résultats ils sont cohérents entre nos deux manières de participer. Parce que justement, comme je vous l'avais dit, la motion capture avec les caméras, ça se fait par des experts, des ingénieurs de recherche qui sont formés à le faire. Mais la simplicité des IMU fait que tout le monde a envie de s'en servir en fait. Vous en avez tous une dans le téléphone portable. Donc vous pourriez vous improviser biomécanicien et venir mesurer des choses sur le mouvement. Comment le téléphone sait que j'ai fait 10 000 pas dans la journée? Exactement, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Donc, Et donc là, c'est des études qui nous ont montré justement que sur une grosse population avec plusieurs types IMU, on a justement une variabilité entre nos opérateurs. Donc là, avec un calcul d'ICC qui nous permet de refléter la fiabilité relative, donc à quel point nos différents cycles de mesure mesurés par toi, par moi, sont cohérents les uns avec les autres. Et après, des valeurs véritables d'erreur en termes de mètres secondes ici et degrés d'orientation. Donc on voit qu'en fonction de nos études, on peut avoir des erreurs qui montent jusqu'à plus ou moins 10 degrés en fonction du mouvement que je fais et de qui l'a placé. Donc ça change quand même pas mal de choses, 10 degrés. Si on est sur de la performance sportive ou du seuil médical, ça va quand même avoir un impact. Heureusement, comme je vous le dis, on a beaucoup d'études qui sortent chaque année, ce qui fait qu'on est capable maintenant de faire des méta-analyses et des reviews qui nous permettent globalement de dire, en général, est-ce que ça marche bien? Donc voilà, il y a vraiment, comme vous voyez, l'an dernier, il y avait 15 études qui étaient sorties juste pour faire des paquets d'études des années précédentes. Donc grâce à ça, on a particulièrement COPSAR qui s'est intéressé au PST, excusez-moi, c'est les paramètres spatio-temporaux. Donc c'est le nombre de pas, la longueur de pas, la vitesse de marche, la fréquence de marche, etc. etc. Et qui s'est intéressé donc à la validité de ces PST et la fiabilité de ces PST. Le problème, comme vous le savez, quand on fait une méta-analyse, on regarde la qualité des articles. Donc on lit l'article et puis on dit, est-ce qu'ils ont bien travaillé, est-ce qu'ils ont expliqué leur méthodologie, est-ce qu'ils ont bien expliqué leurs problèmes, etc. etc. Ça nous permet de voir justement la qualité des articles, parce que on va plus faire confiance à un article de bonne qualité qu'à un article de faible qualité. Et donc sur les 60 articles qu'ils avaient trouvés, il y en avait un de bonne qualité. Et il y en avait 18 de très faible qualité. Alors, c'est pas 60, c'était 23 études. Donc voilà, donc c'était quand même assez problématique de faire ces calculs. Résultat, ils n'ont pas pu faire 23 validités et 15 fiabilités, mais plutôt 12 et 4, étant donné qu'il n'y avait pas assez de bon travail. Néanmoins, les résultats qu'ils ont pu montrer, alors je ne suis pas rentré dans les détails, néanmoins, les résultats globalement donnaient confiance dans l'utilisation de ces centrales inertielles pour les paramètres spatio-temporels. En 2019, on a Poitras qui a fait à peu près la même chose, mais pas sur les PST, sur les angles articulaires. Donc maintenant, elle s'intéressait à mesurer les angles de hanche, de bras, de tronc, etc. Et elle a récupéré plein d'études sur plein d'articulations différentes, et elle a eu le même problème.
On a plein d'études en rouge ici qui sont indiquées comme very low quality, des études en orange de qualité relativement faible, qui ont fait que il n'y a pas de consensus, on n'est pas sûr, on a des évidences qui sont contraires, etc., etc. Donc ça a permis de se rendre compte qu'on avait un souci sur l'étude des centrales inertielles. Comme je vous l'ai dit, c'est super simple d'utiliser les centrales inertielles. Donc en fait, tout le monde utilise les centrales inertielles, sauf que tout le monde n'est pas forcément un bon biomécanicien ou un bon méthodologiste. Il y a après toute la phase d'interprétation des données, où là ça diverge selon, il y a aussi un autre problème un peu plus philosophique, et là je reviens vite fait sur les différents journaux. Donc tout ça, c'est des journaux qu'on pourrait qualifier d'open source. C'est des journaux qui sont gratuits à lire, mais payants pour publier son article. Et dans cet univers scientifique où on travaille avec la notion de publish or perish, si on est un laboratoire mais qu'on ne publie pas assez d'articles, on va être déconsidéré. Il y a beaucoup de laboratoires qui n'ont pas eu d'autre choix, je ne vais pas juger, mais qui n'ont pas eu d'autre choix qu'à d'avoir recours à ce type de journaux pour publier facilement des articles, et facilement des articles avec des outils qui s'utilisent facilement, publier vite, bref, des articles qui au final finissent par ne pas être de bonne qualité, avec tout un système éditorial et de jugement par les pairs aussi qui est biaisé. Donc on a globalement plein d'articles sur les centrales inertielles, mais on en a plein qui sont nuls ou inutilisables. J'en ai relu un encore il y a quelques jours qui était vraiment très décevant pour ça. Et ensuite, on a une variabilité monstrueuse dans le protocole. On ne sait pas. Ah oui, alors sur ces 3 études, il y a différentes manières de poser le capteur. Je vous invite ici juste à regarder lower back, donc sur les dizaines d'études trouvées par Guillieri, par Preatoni. Le bas du dos, ça se définit soit par la 5e vertèbre lombaire, soit par la 2e vertèbre lombaire, soit par le pelvis, soit par la 3e vertèbre thoracique, soit par le sacrum, etc., etc. Bref, on a mis le capteur en bas du dos, quoi. À une vache près, ça passe. Oui, sauf que comment est-ce que je compare le résultat d'un T5 par rapport à un L3, par rapport à un pelvis, par rapport à un sacrum, etc., etc. Donc en conclusion, il faut faire très attention à la qualité des études sur les centrales inertielles. Il y a beaucoup d'études faciles, juste pour utiliser des IMU, juste pour publier. On a même beaucoup d'améliorations méthodologiques à faire, notamment sur le nombre de sujets. Il y a plein d'études qui utilisent que quelques sujets, moins de 10 sujets à chaque fois, donc ça c'est pas très bien. Beaucoup d'outils magiques, donc des centrales inertielles qui ont été fabriquées en mode do-it-yourself, ce qui est vachement bien, mais ensuite dont on n'a pas fait toute l'étude méthodologique, et on vient publier des résultats en disant voici la conclusion. Oui, sauf qu'on n'est pas sûr du tout si l'outil fonctionne bien. Et on ne connaît pas la sensibilité à ce type d'études. Est-ce que les centrales inertielles fonctionnent de la même manière sur une personne ordinaire, sur une personne âgée, sur une personne sportive, sur une personne qui a un taux de graisse, etc., etc. Donc il nous manque encore des ordres de grandeur. C'est une technologie qui est relativement récente, et il nous manque des ordres de grandeur pour être capable de dire voici la bonne situation pour étudier les centrales inertielles, voici ce qu'il ne faut pas faire. Je terminerai là-dessus. Donc, dans le monde de la biomécanique, il y a ces 2 grandes études qui sont considérées comme des études de base, qui sont venues poser les bonnes pratiques de l'analyse en motion capture. Donc, ces études-là nous ont expliqué où fallait mettre le marqueur et comment fallait calculer les angles. Pas parce que c'était la meilleure manière, mais juste pour que tout le monde fasse la même chose. Ça nous permettait de comparer des choses comparables. C'est le principe de la standardisation. Un référentiel. Exactement, un commun référentiel. pour tout le monde. Et comme ça, on sait où on va. Et en fonction des capteurs, on aura toujours les mêmes conditions de calcul. Pour parler le même langage. L'objectif de la science, c'est de partager les références. Si on ne parle pas le même langage, ça va être compliqué. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les normes de la Société internationale de biomécanique, les bonnes pratiques. Et ça nous permettait justement de gérer toute la variabilité méthodologique. Dans les centrales inertielles, la variabilité méthodologique, elle me fait tourner la tête, moi personnellement, à chaque fois que j'essaie de me poser la question. Personne ne fusionne les données de la même manière, personne ne place les données de la même manière, personne ne calibre de la même manière, etc., etc. Donc il nous manque aujourd'hui un travail de standardisation pour avoir un langage commun. C'est quelque chose sur lequel je milite depuis maintenant quelques années, et j'espère qu'on pourra motiver des scientifiques pour travailler là-dessus. Donc voici les références, et je vous remercie beaucoup. Waouh, bravo, bravo, bravo. Là, on était dans le cœur du labo. Là. On était dans le cœur du labo. Et Mathias, quand même. Voilà, en t'écoutant, là, même pour revenir au début, les centrales inertielles, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup sur le salon. Il y a beaucoup aujourd'hui, quand on a des fraiseuses 5 axes, par exemple, qui vont travailler sur les 3 dimensions que tu as évoquées tout à l'heure, devant, sur les côtés et en hauteur, et après en rotation,
devant et comme ça sur les côtés. Donc tout ce que tu as évoqué là, c'est aussi les centrales inertielles. Il faut voir que c'est un outil, une technologie qui est extrêmement utilisée aujourd'hui dans l'industrie, dans les machines qu'on voit sur le salon. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai oublié d'en parler dans mes applications, mais il y a un énorme travail au niveau ergonomie industrielle sur les centrales inertielles, sur les machines, mais aussi sur les humains, parce qu'avec ça, on est capable de justement mesurer la posture des différents collaborateurs en embarqué lorsqu'ils sont vraiment sur leur machine ou en train de porter leur sac, etc. Et grâce à ça, on peut faire de la cotation ergonomique, donc estimée en temps réel et à la fin de la journée de manière cumulée, si les angles ont été bons, si les répétitions de tâches n'ont pas été trop importantes, etc. etc. Il existe des standards justement en ergonomie indus qui interdisent de répéter une tâche un certain nombre de fois pour ne pas dépasser des seuils de portage. Voilà, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Pour éviter les troubles musculo-squelettiques au final. Exactement. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi un domaine d'application que les études que tu mènes, ça peut aussi servir. On l'a vu dans le sport, bien sûr, dans le médical, évidemment, mais également dans l'industrie. Il y a beaucoup d'usages qui peuvent se développer dans les prochaines années. Tout à fait. Sur cette étude-là, nous, on a travaillé sur le soulevé de plaques d'égout. Donc sur un projet avec... La mairie de Paris avec Non, à Valenciennes. Mais, mais sur la personne qui gère le réseau des eaux à Valenciennes, qui nous avait dit, j'ai 3 outils différents pour lever une plaque d'égout. C'est 3 mouvements différents. Quel est le mieux ? Et là, nous, on s'est dit, on peut aller en laboratoire et mettre vos ouvriers en slip. Sinon, on peut aller sur place et regarder comment est-ce qu'ils agissent avec leurs différents outils pour soulever les plaques d'égout. Et ça, en conditions réelles. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathias ? Sur ce qu'on vient d'évoquer, sur les applications, c'était très clair et c'était très comment on rend la science simple. Ouais, merci, très très intéressant. Est-ce qu'il y a des recherches sur l'autonomie de ces dispositifs actuellement? Téléalimentation, choses comme ça. Alors aujourd'hui, étant donné que le capteur lui-même, il est vraiment très... énergivore? Non, justement pas du tout. C'est vraiment des capteurs qui ont été super optimisés depuis les MEMS. La question, c'est est-ce qu'on fait le traitement sur place ou est-ce qu'on fait le traitement de manière déportée? Parce que la plupart des capteurs qu'on utilise, globalement, c'est des capteurs branchés à une carte Bluetooth, qu'envoie direct, qui stream en Bluetooth sur un ordinateur ou sur une base, et là, le calcul se fait. Et donc, sinon, si on intègre le calcul, là, ça prend un peu plus de place. Mais c'est des données, c'est relativement léger, c'est pas du traitement d'image ou des choses comme ça. On est sur de la mesure à 100 Hz. Et donc, on a une quantité de data assez faible, ce qui fait qu'une centrale inertielle, elle a l'autonomie d'une journée sans aucun problème. OK ? Merci. En t'écoutant répondre, là, je voyais depuis tout à l'heure, et même en écoutant ta présentation, j'avais dans un petit coin d'œil nos amis là qui font les démonstrations autour du saut. Et là, on est typiquement dans tes études. Tout à fait. Tiens, le saut en hauteur, comment j'arrive à sauter, à me projeter comme ça en l'air, avec toutes les forces en mouvement, avec comment je me projette en l'air. On pourrait d'ailleurs facilement... On pourrait tout à fait les comparer. Alors, donc le dispositif qu'ils utilisent, les barres jaunes que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un opto-jump. Ça, qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure la position. Alors exactement la position de quand est-ce que je franchis la hauteur qui correspond à être en l'air ou pas. Nous, les centrales inertielles, ça mesure l'accélération. Donc on est sur la variation de la position. Mais on peut tout à fait faire le même type de calcul avec les centrales inertielles. Globalement, tant que ça ne bouge pas, je suis par terre. Puis d'un seul coup, mon accélération, elle va être nulle parce que je vais être en axe vertical, en phase de chute libre. Okay. Dès qu'elle est nulle, c'est que je suis en l'air. Et puis d'un seul coup, boum, je recontacte avec le sol. Et donc là, j'ai retapé dans le sol. On calcule le temps entre le moment où je suis en l'air et le moment où je ne le suis plus. Et puis on a la hauteur de saut de la même manière que l'opto-jump. Et la vitesse. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie aujourd'hui de toutes ces études sur le mouvement qui sont passionnantes à suivre. Eh ben, merci, bravo, on peut encore t'applaudir pour cette brillante démonstration.